Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour 7 nouveaux threads d'horreur. Alors il n'y a pas de questions pour aujourd'hui, mais par contre il y aura un petit hommage puisque aujourd'hui quand sort cette vidéo, on est le 6 juin. Et le 6 juin ça rime avec le débarquement américain en Normandie. Il y en a certains qui vont me dire, ben moi j'en ai rien à faire, ben voilà, mais sauf que moi ça me touche un petit peu étant donné que sans le débarquement je ne serais pas là du tout. Il faut savoir qu'il y a un de mes grands-pères qui est américain et qui a fait le débarquement et qui du coup après s'est trouvé une petite française et du coup bah forcément après bah moi je suis dans la descendance. Donc forcément sans ce débarquement et sans le fait qu'il ait débarqué, eh bah je ne serais pas là. Donc pour moi oui c'est une grande importance. Et puis aussi pour vous, clairement je sais pas ce qu'il en serait sans ce débarquement. Donc voilà, c'est un petit hommage puisque bah il est pas là, il est plus là, il est plus de ce monde malheureusement. Donc voilà, petit hommage du 6 juin 2024. Allez, prends une petite boisson et installe-toi confortablement. Il y a quelques années, Jodie, une jeune femme de 21 ans, a rencontré un gars sur Tinder. À ce moment-là, elle est en première année à l'université et vient de sortir d'une relation avec un mec. Et maintenant, elle ne veut qu'une chose dans cette nouvelle relation, c'est s'amuser. Alors, elle a matché avec un gars de 24 ans sur Tinder. On va appeler ce gars Dee. Elle nous dit qu'il est un petit peu bizarre, mais ils ont les mêmes centres d'intérêt et ils vont dans la même école. Alors, elle se dit bah pourquoi pas. Les signaux d'alarme ont commencé à arriver immédiatement lorsqu'elle lui a dit qu'elle voulait sortir avec lui. De son côté, elle trouve déjà que c'est un signal d'alarme étant donné qu'il est plus vieux de 3 ans. Bon, ça va, 24, 21, là pour là-dessus, il n'y a pas de... Voilà, mais bon. Après, chacun ses idées. À cette époque, Jodie, elle a pas de voiture. Dee propose de venir la chercher, mais il lui dit qu'il n'est pas en ville, mais qu'il quitterait tôt les funérailles de sa grand-mère. Bon, qui était quand même à 5 heures de route, tout ça pour venir la chercher. Il est enfin arrivé devant chez elle et il s'est présenté en pantalon de survêtement, en débardeur et en tongs. Ce qui forcément a semblé étrange auprès de Jodie car il a dit qu'il revenait d'un enterrement. Et le programme à la base c'était simplement manger un morceau et passer du temps ensemble vite fait. Comme il n'était pas en ville, il lui a demandé s'il pouvait s'arrêter pour récupérer son chien. Il l'avait confié à un ami. Jodie aime les chiens donc elle a eu aucun problème avec ça. C'est le soir quand ça se passe et il fait sombre et ils arrivent devant un complexe d'appartements et il la laisse dans la voiture et il revient avec un Golden Retriever. Bon, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est comme celui-ci mais avec des poils plus longs. Voilà, sinon c'est la même boule de poils. Le chien se met immédiatement à grogner contre Jodie, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Alors elle commence à se sentir un petit peu bizarre. Dee ne fait aucun commentaire sur le tempérament de son chien. Il lui dit juste qu'ils vont aller le déposer chez lui. Elle lui dit alors ouais y a pas de souci. Quand ils arrivent devant la maison de Dee, il lui demande si elle veut entrer. À force, elle en a marre d'être assise dans la voiture donc elle dit oui. Sauf que dès qu'elle est rentrée, elle a immédiatement su que c'était un mauvais choix. La maison est saccagée, c'est le mot. Il y a des déchets partout, des sacs poubelles plein le long de l'entrée principale, des bouteilles et des emballages sur le canapé. Et juste, c'est une porcherie en général partout. Alors oui, je sais, ça ressemble un petit peu à un thread Tinder qu'on a fait il y a pas si longtemps, mais je te jure, c'est pas le même. Tu verras bien, donc reste, au cas où si tu t'es dit « Ah mais je l'ai déjà entendu ». Il peut voir la réaction dégoûtée de Jodie et il lui dit que c'est rien, c'est son colocataire qui est bordélique et qui lui dit toujours de ranger, mais qu'il ne le fait jamais. Bon bah ils ont déblayé un peu le canapé et il lui demande si elle veut s'asseoir et jouer aux échecs. Dans leur discussion, elle avait dit qu'elle était intéressée pour apprendre et il semblait plus qu'heureux de l'aider à apprendre. Dee commence à lui expliquer les bases du jeu et en vrai, elle dit que ce n'est pas amusant d'expliquer tout ceci lors de leur premier rendez-vous. En fait, il est devenu ultra sérieux et il lui montre chaque pièce tout en lui disant qu'est-ce que c'est, ce qu'elles font et comment elles bougent. Dee commence alors à l'interroger sur chaque pièce et malheureusement, parfois elle se trompe sur leur rôle ou quoi. Et à chaque fois qu'elle se trompe, il lui crie la bonne réponse en s'énervant. Et il se calme très vite et lui dit de recommencer. Il est de plus en plus frustré et ça la met très mal à l'aise. Alors elle a suggéré de faire une pause dans les échecs et de faire autre chose. Dee suggère de regarder un film qui lui convient. L'idée de partir dehors et d'aller chercher de la nourriture semble avoir été oubliée à ce stade. Il lui dit qu'ils vont pouvoir regarder un film dans sa chambre et elle se sent obligée. Mais il lui explique ensuite qu'il doit mettre des draps propres sur le lit. Là, elle se dit ok, on va dans sa chambre parce qu'elle est plus propre, mais quand ils y vont, c'est pas du tout le cas. Et en plus de ça, il n'y a pas de télévision dans sa chambre. Il va ensuite mettre Iron Man 2 sur son téléphone pour qu'il puisse le regarder. Ils ont regardé environ 10 minutes avant que les choses ne deviennent... Jodie ne veut pas donner tous les détails à des étrangers, mais pour faire court, ils n'ont pas fait l'amour, mais d'autres choses se sont passées. Après que ça se soit produit, elle s'est sentie vraiment bizarre face à toute la situation. Et elle lui a dit qu'elle ne voulait pas avoir de relation. Dee est confus mais il insiste pas plus au début. Il a dit ok et ils ont regardé 5 minutes supplémentaires du film, avant de dire qu'il ne voulait pas regarder ce film au final.
Il a commencé à se plaindre et à lui demander pourquoi elle ne voulait pas coucher avec lui. Et elle lui a simplement dit qu'elle n'était plus d'humeur. Il a alors commencé à lui mettre la pression pour qu'elle lui dise exactement ce qui la faisait ressentir comme ça. Et au fil de la discussion, ils sont passés de la chambre au salon bien sale. Vous pensez peut-être que pour elle, c'est le moment idéal pour partir. Et ben c'est ce qu'elle pense aussi. Mais c'est là que les choses commencent à devenir effrayantes. Elle ne parle plus trop et le gars sent qu'elle est en train de réfléchir à la façon dont elle peut partir. Il se met à péter un câble et il commence à lui crier dessus. C'est un mec de 1m90 qui crie comme ça sur une fille d'1m55. Bien sûr, elle panique intérieurement, mais elle essaye de s'assurer de ne plus l'énerver, mais aussi de ne pas accepter quoi que ce soit. Pendant les 5 à 10 minutes suivantes, Dee lui crie dessus en lui demandant pourquoi elle ne l'aime pas, pourquoi elle ne veut pas de lui, et il lui demande continuellement ce qui ne va pas chez lui. Elle essaye de la peser du mieux qu'elle peut en lui disant les vieux « mais non, c'est pas toi, c'est moi, et non, je veux pas partir ». Encore une fois, cet homme est son seul moyen de rentrer chez elle. Et à vrai dire, elle ne sait pas exactement où elle est, car elle ne sait pas où il habite. Même si elle avait son téléphone et Google Maps, elle n'utilisait pas Uber à l'époque. Le gars se calme enfin quand il croit qu'elle va rester. Il lui dit enfin qu'il devrait aller tester de jouer à un jeu vidéo. Sauf que Jodie, à ce moment-là, elle est en pleine panique interne. Elle tente de jouer son rôle de « ouais, je suis intéressée » alors qu'elle est terrifiée à l'idée que si jamais il sent qu'elle veut partir, il paniquerait à nouveau. Les deux se mettent à jouer à ce jeu vidéo pendant un moment, puis de nulle part, comme ça, Dee recommence à s'énerver. Il a commencé à crier comme quoi personne ne l'aime, que personne ne veut le connaître. Il lui dit qu'il n'a jamais eu de petite amie et que tous ses rendez-vous ont été des aventures d'un soir. Encore une fois, elle l'apaise avec « ah bah je sais pas, il y a beaucoup de filles qui sont snobs et tout, c'est comme ça ». À ce stade, elle dit tout ce qu'il veut entendre. Il commence même à pleurer sur le fait que sa mère ne l'a jamais aimé. Et il s'est mis à lui raconter des choses très profondes et sombres sur ce que sa mère lui a déjà dit. Après s'être enfin calmé, il se lève et se rend à la cuisine pour leur préparer à boire. Elle décline ses multiples offres de boire un verre et il demande si au lieu de l'alcool, elle veut de l'eau. Et bien sûr, elle a également refusé, en faisant style qu'elle n'a pas soif. Elle est restée dans son appartement jusqu'à environ 1h du matin parce qu'elle était assise à côté de lui, terrifiée à l'idée de 1. De lui demander de la ramener à la maison, de 2. De lui dire qu'elle rentrait chez elle à pied et de 3. De trouver un Uber. D'ailleurs, elle a essayé de télécharger Uber sur son téléphone sans qu'il s'en aperçoive. Mais bizarrement, il lui demande des informations sur la carte et c'était trop difficile à faire sans qu'il s'en aperçoive. Alors, vers 1h du matin, elle bâille très fort et elle fait « Oh, il est 1h du matin, c'est incroyable de zinzin, oh my god. Ah, mes colocataires vont être tellement inquiets pour moi. » Et là, elle se met à rire en mode « Ah non, dinguerie, mes colocs vont retourner toute la ville pour me retrouver. » Du coup, elle dit qu'effectivement, elle devrait rentrer à la maison. Encore une fois, elle avait très peur qu'il panique mais il n'a pas pété un câble. Il a juste regardé l'horloge et a dit « Moi, c'est vrai qu'il est tard. » Alors, elle a tenté un petit truc. Alors, elle a dit « J'ai une excellente idée. Si je me couche assez tôt, eh bien, j'adorerais prendre le petit déjeuner avec toi sur le campus. » À ce moment-là, elle se dit « Allez, j'espère que ma proposition va fonctionner vu que je lui propose qu'on se revoie. » Et oui, ça fonctionne. Il paraît très heureux, il se lève d'un bond et la conduit hors de chez lui jusqu'à la voiture. Le retour a été atrocement long. Personne ne parlait dans la voiture. Certes, il n'y avait que 10 minutes de route, mais elle aurait juré qu'il ralentissait à chaque fois qu'ils arrivaient à une zone particulièrement sombre ou à un passage souterrain. Dee l'a déposé et elle a souri en faisant mine d'être bien fatiguée mais excitée de le revoir le lendemain. Il lui a proposé à plusieurs reprises de l'accompagner jusqu'à sa porte mais elle a refusé à chaque fois. Et elle a dit qu'elle ne voulait pas le déranger et qu'elle le verrait le lendemain. Elle s'est dirigée vers le bâtiment et au moment où elle n'était plus visible, elle a sprinté si vite dans les escaliers et jusqu'à sa porte avant qu'il ne puisse changer d'avis et la suivre jusqu'à sa porte. Quand elle est arrivée dans son dortoir, elle avait vraiment l'impression de s'être échappée d'un tueur en série. Pour vous dire, même maintenant, écrire cette histoire lui fait quelque chose. Elle n'a plus jamais voulu ressortir avec lui après ça. Mais il l'a supplié pendant plusieurs jours de le revoir. Il lui a même demandé de s'asseoir près de lui dans la bibliothèque pour 20$ de l'heure. Elle a évidemment refusé et elle ne l'a revu qu'une seule fois par la suite, au gymnase du campus. Lui ne l'avait pas vu et elle est partie immédiatement. Elle a pensé à lui de temps en temps depuis ce rendez-vous. Et elle se demande si toutes les filles avec qui il a eu des aventures d'un soir avaient vécu la même expérience qu'elle.
Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est pas le même que l'autre. Par contre, on dirait qu'il y a un stéréotype bizarre à chaque fois. Les mecs qui font, c'est le bordel chez eux. À chaque fois, c'est détritus et tout. Donc c'est pour ça on pourrait croire que l'histoire c'était la même. Au début, je m'étais même dit, attends, mais c'est la même, ils ont changé que 2-3 trucs. Non, c'est bien différent, mais juste l'archétype des gens, c'est le même. Voilà, malheureusement. Par contre, petit truc que je viens de penser, c'est pas une pub ou quoi, mais j'ai vu justement que dans les pubs, il y a sur YouTube par exemple, il y a Tinder. Et sur Tinder, là, ils font un petit truc, c'est qu'ils disent aux gens de prévenir un collègue, une personne, quelqu'un, comme quoi ils ont un date Tinder. Parce que je pense que la plateforme est au courant qu'il se passe quand même des dingueries. Donc voilà, si jamais vous êtes sur Tinder ou quoi, ou même une autre application de rencontre, on s'en fout, et prévenez quelqu'un. Hein, je vais dimanche 20h avec un tel à tel endroit. Je dois te rappeler à 22h, si c'est pas fait, là, tu fais quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, n'hésitez pas à prévenir, ça coûte rien. Et je le rappelle toujours et encore, le premier rendez-vous doit se faire en lieu public. Ok? Et là, tu prends la température et tu vois s'il doit se passer quelque chose ou pas. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. Alors, Dee propose de venir la chercher. Mais il lui dit qu'il est... Ah, j'avais pas capté ce fait de... Dee, il lui dit. J'avais pas capté quand il y avait le truc. Bon, c'est pas grave. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Emily. Un soir, elle dormait chez une amie et en pleine nuit, vers 4 h du matin, elle n'arrivait toujours pas à dormir. Son amie était plongée dans un sommeil très profond et Emily se sentait mal. Elle avait des problèmes psychologiques qui étaient très importants à cette époque. Elle a 21 ans à ce moment-là et elle sentait le besoin de rentrer chez elle. De base, elle vivait chez son père, à quelques minutes de marche, environ 15 minutes de chez son amie. Elle prépare donc ses affaires, elle écrit un mot sur un post-it pour prévenir qu'elle est rentrée chez elle et elle sort donc de la maison. Les lampadaires sont éteints dans la rue et il faut savoir que c'était en avril et donc qu'il faisait encore nuit noire et qu'il faisait plutôt froid. Donc elle se sert de la lampe torche de son téléphone pour se guider dans l'obscurité. Elle marche environ 2 minutes avant de ressentir un sentiment de malaise. 1 minute plus tard, elle se rend compte qu'une voiture avec les phares éteints est en train de rouler derrière elle. Alors qu'elle le rappelle, tout était éteint et sombre. Elle jette un coup d'œil et c'est une voiture rouge. Elle accélère le pas et elle s'est cachée dans un recoin de la rue. Elle a entendu la voiture s'arrêter et 2 personnes en sortir. Sans hésiter, elle s'est cachée sous une voiture. À ce moment-là, elle est terrorisée, mais elle se dit qu'elle doit être paranoïaque. Sauf que là, elle entend 2 personnes parler et gueuler en disant « Mais c'est pas possible, putain, elle était là! Comment elle a pu disparaître ?» Emily ne reconnaît pas du tout les 2 voix de ces hommes. Elle comprend que ces gens ne lui veulent pas du bien. Donc elle reste cachée sous la voiture et elle les entend la chercher. Puis ils ont reçu un coup de téléphone. Enfin, elle suppose puisqu'elle a entendu une sonnerie. Et ils ont vite fait parler en disant « On en avait une, mais elle nous a échappé ». Elle a attendu qu'ils remontent dans leur voiture, qu'ils démarrent et à partir de ce moment-là, elle a compté jusqu'à 2000 histoire d'être sûre d'être en sécurité. À la fin des 2000, elle est sortie prudemment et elle a couru vers chez elle comme elle n'a jamais couru. À même pas 1 minute de chez elle, elle a reconnu la voiture. Elle a pris en photo la plaque d'immatriculation et elle est rentrée en panique dans sa maison. Elle a immédiatement réveillé son père pour lui dire ce qui lui était arrivé. Elle a également rentré sur un moteur de recherche d'analyse de plaque d'immatriculation la plaque qu'elle a prise en photo. Tout correspondait, le modèle, la plaque, sauf la couleur. Sur le site, la voiture était censée être noire et pas rouge. Bref, elle n'a pas porté plainte mais depuis elle ne sort plus seule la nuit. Et surtout qu'elle a développé une hyper-vigilance par rapport aux véhicules ou aux gens qui la suivent dans la rue. Voilà, petit thread d'horreur vraiment très cool, je l'ai adoré, la fille a fait que des bonnes décisions, elle était trop bien, j'ai kiffé, on passe au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alex et voici son histoire. À l'époque, il est dans son ancienne chambre qui est essentiellement l'une des plus petites pièces de la maison. Il est maintenant dans une nouvelle chambre et celle-ci est bien plus spacieuse. Sa chambre mesure environ 5 mètres sur 5 mètres et ne peut contenir qu'un lit, 2 tables basses de nuit et une commode avec un miroir vissé dessus. C'est au sous-sol et maintenant la plupart d'entre vous pensent probablement qu'un sous-sol est sombre, effrayant et inquiétant. Mais le sien ne l'est pas du tout. Ses parents veillent à ce que ça soit aussi plein de vie que possible. Ils ont peint les murs, installé une salle de jeu qu'ils utilisent souvent. Et ils font en sorte que ce soit vraiment cool si un membre de leur famille veut y faire la fête. Maintenant, attention, il est très heureux d'avoir cette chambre, étant donné qu'avant, ils étaient à 3 dans une très petite chambre. Voilà,
Petit détail en plus, à cette époque, ils ont 3 chats et l'un des 3 est son préféré bien évidemment. Il l'aime et il prend soin d'elle et elle veille à ce qu'il ne soit pas déprimé. Parfois, il la laisse simplement sortir pendant la nuit et il la laisse entrer à un moment donné lorsqu'elle gratte sa fenêtre. Elle le fait encore aujourd'hui. Il est insomniaque et il ne dort jamais bien. Ses parents sont au courant et décident donc de lui procurer des comprimés de mélatonine pour l'aider à dormir. Sa fenêtre est située en haut du mur de sa chambre, ce qui signifie que son chat n'a pas besoin de sauter sur un rebord ou une bordure pour gratter avec ses pattes depuis l'extérieur. Comme ça, elle lui fait savoir qu'elle veut rentrer. C'est une nuit où il décide de prendre des pilules de mélatonine qui fonctionnent à merveille quand il n'arrive pas à dormir. Et donc, il est littéralement sur le point de dormir. Il est à un moment où comme s'il était sur le point de rêver et il entend son chat gratter. Ou alors, du moins, c'est ce qu'il pense. Il soupire et il se lève pour écarter ses rideaux afin de pouvoir la laisser rentrer. Mais quand il ouvre sa fenêtre, il entend quelque chose bouger ou marcher sur les rochers qui se trouvent autour de sa fenêtre. À ce moment-là, il a trop sommeil pour réaliser que ce n'est pas le pas d'un chat qu'il entend, mais celui d'un humain. Alors, en tant que personne normale, il crie le nom de son chat et met sa main par la fenêtre pour taper sur le sol, afin de faire savoir à son chat qu'elle peut venir rentrer. Sauf que là, c'est clairement son erreur. En un rien de temps, il entend des pas venir directement vers la fenêtre et il sent la main d'un homme saisir son bras et commencer à le tirer hors de la fenêtre. Il commence à crier pour que quelqu'un vienne l'aider, mais personne ne vient. Il sent l'adrénaline monter instantanément dans son corps et il attrape rapidement un objet pointu. Il croit que c'est un couteau sale recouvert de vieille nourriture et il poignarde la main du gars. Du sang en coule alors qu'il entend un cri sanglant. Le cri dont il se souviendra toute sa vie. L'homme s'enfuit aussi vite qu'il peut et Alex tombe sur son lit, ouvre sa porte et court aussi vite que possible jusqu'à la chambre de ses parents pour leur raconter l'histoire d'horreur qu'il vient de vivre. Il se réveille rapidement et appelle les policiers, l'assurant qu'il est en sécurité et tout, soignant son horrible blessure causée par la poigne de l'homme sur son bras. La police arrive à la maison et il leur raconte ce qui s'est passé. Il est encore sous l'adrénaline, ses paroles ne semblent pas très claires. Grâce à une enquête et au sang de l'homme qui était sur le couteau, ils réussissent à obtenir son nom et son lieu de résidence. Ils leur disent alors qu'il a été arrêté pour tentative d'enlèvement et qu'il a déjà été accusé de nombreux autres crimes auparavant. Forcément, Alex est encore traumatisé à ce jour. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur qui, ma foi, va vite, va clairement dans le sens du sujet. Bim bam boum, des couteaux, je sais que vous aimez ça. Et voilà. Donc très bon thread, on passe au prochain. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Julien. Il y a un peu moins de 6 mois, il n'a pas la date précise, il a fait un rêve qui le terrorise littéralement. On connaît tous le sentiment de reconnaître un moment basique de notre vie après l'avoir vu en flash, en rêve un peu avant sans l'avoir compris. Cette chose-là lui arrive assez souvent, mais jusque-là, rien d'important. Donc il y a un peu moins de 6 mois, il fait ce rêve qui au début ressemble à tous ses autres rêves. Un truc sans queue ni tête. Enfin bref, ce n'est pas important, donc il ne détaille pas le décor, etc. Mais dans ce rêve, un élément le choque vraiment plus que tout. Il est assis, il regarde une sorte d'exposé fait par des petites filles qu'il ne reconnaît pas. Mais à ses côtés, il y a un homme pendu. Et autant le rêve semble pas vraiment détaillé, comme un rêve normal quoi, mais là, l'homme est tellement détaillé, enfin la scène, car c'est impossible pour lui de tourner la tête. Il voit dans son coin de l'œil que tout près de lui, il y a ses pieds nus qui pendent et que le cadavre bouge un peu, comme un véritable pendu. Les détails sont tellement précis qu'il entend la corde craquer pendant que le corps bouge légèrement comme une vieille balançoire. Vous savez, les petites filles en face de lui, qui étaient parfaitement normales au début, sont au bord des larmes et ne bougent plus. Elles font des petits bruits de peur en fixant l'homme. C'était vraiment une vision horrible et il n'arrive pas à se réveiller pendant un long moment. La situation ne bouge pas d'un poil, c'est vraiment terrifiant. Au bout d'un moment, il se réveille enfin. Il fond en larmes dans son lit sans vraiment bouger. Il ne sait pas vraiment pourquoi. Il a peur que l'homme soit dans sa chambre, à côté de lui. Ce rêve le traumatise vraiment, sachant qu'il n'a jamais vu de véritable personne pendue, à part dans les films. Même sur internet, c'est pas arrivé, donc ce n'est pas un souvenir. C'est un garçon de parents divorcés et il fait son rêve quand il est chez son père. C'est un mercredi, ça, il s'en rappelle très bien. Et le vendredi, il parle avec sa mère qui travaille dans un hôpital, plus précisément aux urgences. Et des fois, elle lui parle des cas qu'elle a eu dans la semaine, en essayant de garder le secret médical. Il parle donc de leur semaine et dans la discussion, il parle de son rêve. Et quand il finit son histoire, elle est bizarre. Et elle lui dit que le père d'une ancienne connaissance s'est pendu et sa mère est allée sur cette intervention. Il lui demande quand c'était et elle lui dit que c'était cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, la nuit de son rêve. Du coup, ça le trouble énormément. Il ne sait pas si c'est un rapport ou non, mais il préfère penser que si, pour se rassurer en quelque sorte.
Mais sa grand-mère a le même genre de rêve. Plusieurs fois et même très récemment, elle rêve de gens la nuit avant leur décès. Il sait que c'est très tiré par les cheveux, mais il fait de plus en plus de rêves de ce genre. Un élément extrêmement détaillé apparaît dans un rêve normal et cet élément a un rapport avec un événement qui se passe. Voilà, il précise à la fin que c'est une histoire vraie et que ça le soulage de partager ce trauma. Et bah nous on te croit hein, clairement, sachant qu'en plus là t'as vu c'est la grand-mère et le petit-fils, donc tu te dis des fois ce genre de choses, de dons, ça saute une génération. C'est vrai, c'est ce qu'on dit hein, souvent, donc je me dis pourquoi pas. Allez, prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Cassandra et ça se passe quand elle a 14 ans. Et malheureusement, à cet âge, elle a déjà développé une anxiété et une dépression de fou. Tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle était et reste très vigilante à l'égard de son environnement. Ce jour-là, elle prévoit de passer la nuit chez une amie. Elle n'est jamais restée chez elle auparavant. C'était toujours chez elle que les soirées se passaient. Pour que vous compreniez cette histoire, elle doit expliquer la disposition de cette maison qui est très spéciale. Du coup, je vais essayer de synthétiser tout ça. Elle est située sur une colline en pente et lorsque vous descendez une pente escarpée, eh bien la première partie de la maison est grande et vaste, ressemblant à un vieux manoir. Si vous continuez à descendre, il y a deux petites maisonnettes qui sont un peu espacées l'une de l'autre. Dans chaque maisonnette, il y a une chambre, une petite salle de bain et une cuisine. Dans l'une d'entre elles, il n'y a pas de porte à l'intérieur, mais juste des rideaux de perles qui font office de porte. La chambre de son ami est dans l'une des maisonnettes et sa mère dort dans l'autre maisonnette. Le propriétaire de la propriété, justement, lui vit dans la maison principale, le grand manoir, il se met bien. Le tout est bien situé au milieu des bois. Et quand elle dit cela, elle pense pas à la légère. Tout ce que vous pouvez voir à l'horizon, c'est la vaste forêt australienne. Les forêts tropicales australiennes sont incroyablement denses, beaucoup de faune et de flore et là-bas ça rigole pas, c'est des morsures que ce soit une araignée, une fourmi, une sangsue, tu connais, en Australie c'est plus des animaux, c'est des créatures. Bref, Cassandra revient à la première chose qui s'est produite. Elle et son amie entrent dans la maisonnette de sa mère, elle a oublié pourquoi, elle pense qu'elles ont faim ou elle demande à avoir de la connexion internet. Il n'y en a pas à ce moment-là et du coup elle demande à la mère de son amie si elle a de la connexion. Les filles sont dans la salle de bain et alors qu'elle passe devant une petite fenêtre, Cassandra entend « ouais ». Et ce petit « ouais », il vient de l'extérieur de la maisonnette. Elle se tourne vers son amie et celle-ci la regarde de la même manière. Elles sont tellement confuses. La mère de son amie se trouve également dans la maisonnette. Du coup, qui se trouve dehors et pourquoi elles ont entendu une voix masculine? Elles se disent « allez, c'est pas grave, tout ça pour pas avoir peur » et elles continuent à s'amuser dans la chambre de son amie après ça. Maintenant, avançons un peu vers la nuit. Cassandra et son amie doivent aller aux toilettes et alors elles doivent sortir en douce de la chambre et marcher jusqu'à la maisonnette de sa mère. Ouais, la disposition des trucs a l'air bien chiant, je suis d'accord. Sa mère dort profondément et elles utilisent la salle de bain aussi silencieusement que possible, puis elles sortent. Alors qu'elles font une petite promenade vers la chambre de son amie, elles voient quelque chose dans les bois. Une paire d'yeux les regarde directement derrière un arbre. Elle panique et se fige. Cassandra sort son téléphone et prend une photo avant de retourner en courant dans la chambre, verrouillant la porte vitrée derrière elle et tirant les rideaux. Ce n'est pas exagéré de dire qu'elle panique déjà. Elle regarde la photo et bien sûr, lorsqu'elle éclaire l'image, il y a ce qui ressemble à un homme qui les regarde depuis les bois sombres. Elles ont extrêmement peur, mais Cassandra appelle sa mère à elle, qui est à environ 1 heure de route de là, et elle les rassure. Bien sûr, après ça, elles ont toujours peur, mais c'est un peu réconfortant d'avoir la voix de sa mère. Après un moment, elles se détendent et se disent que c'est leur imagination qui leur joue des tours, et que sur l'image, c'est de la pareidolie, c'est le fait de voir un visage alors qu'il n'y en a pas forcément. Elles sortent l'ordinateur portable de Cassandra et elles mettent un film. Elles ont oublié quel film, mais c'est une petite comédie romantique. Peut-être 20 à 30 minutes après le début du film, elles l'arrêtent et mettent en pause, puisqu'elles peuvent entendre des bruits de pas. Des pas craquent sur les feuilles sèches juste devant sa chambre. Elles écoutent avec horreur les pas se déplacer dans l'allée étroite qui mène à la porte arrière. Elles se déplacent toutes les deux lentement, debout sur le lit pour regarder par-dessus la cloison. Leurs yeux sont fixés sur la porte arrière et après un moment de silence complet, la poignée tourne. La poignée tourne lentement avant de commencer à bouger beaucoup plus rapidement. La porte ne peut pas être ouverte heureusement car il y a beaucoup d'objets lourds qui sont stockés contre la porte. Puis ça s'arrête, plus de bruit. Elles se mettent alors à pleurer, se tenant dans leurs bras en essayant de rester aussi silencieuses que possible. Puis les pas craquent lentement sur les feuilles dans la direction opposée, vers le devant de la maisonnette. Elle n'hésite pas et Cassandra prend son téléphone. Elle appelle la police et après avoir essayé d'expliquer la situation à l'opératrice à l'autre bout du fil, sachant qu'elle est en larmes,
Eh bien, l'opératrice leur dit qu'une patrouille est en cours d'envoi et qu'il faut rester là où elles sont. Puis, alors qu'elles pleurent et hyperventilent encore, elles entendent un téléphone sonner. Ça ressemble à un vieux téléphone fixe avec une sonnerie bien forte. Ça vient du manoir du propriétaire. Elles attendent en silence, écoutant la longue sonnerie du téléphone. Après ce qui a semblé au moins 2 minutes, ça s'arrête. À ce moment-là, elles remarquent autre chose, des empreintes digitales sur l'une des fenêtres. 2 minutes après, les filles entendent des bruits de pas bien lourds et elles ont peur qu'ils reviennent plus déterminés. Elles entendent des coups à la porte de la maisonnette de la mère et bientôt, elles entendent la mère devant sa porte en train de lui dire d'ouvrir la porte et c'est ce qu'elles vont faire. Devant les filles se trouve maintenant la mère et le propriétaire du manoir. Il leur dit qu'il a reçu un appel de la police car une patrouille devait intervenir, mais il leur a dit de ne pas venir. Et la mère ne semble pas gênée non plus par le fait qu'il y avait quelqu'un qui voulait rentrer dans leur maison. Cassandra ne peut pas dormir de la nuit et son amie non plus. Elles ont trop peur pour dormir une seule minute. Cassandra appelle sa mère et elle vient les chercher vers minuit, 1h du matin. Elle dépose alors son amie le lendemain et quand elles arrivent, la mère leur dit quelque chose de très étrange. Pendant la nuit, juste après qu'elles aient été récupérées, la mère a entendu du bruit dehors et ce matin-là, en sortant, elle a vu dans la terre autour de la maison une tête de mort creusée avec le talon d'un pied. Cassandra se demande toujours si c'est pas le propriétaire qui a fait tout ça. Elle en est pas trop sûre, son ami lui a dit que c'était peut-être son ex-beau-père qui était assez fou. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Effectivement, on ne sait pas, est-ce que c'est le propriétaire qui du coup kiffait Cassandra et peut-être il voulait aller leur faire du mal, je ne sais pas, c'est bizarre, je ne sais pas, ou est-ce que c'est le beau-père effectivement, mais en tout cas il y avait bien quelqu'un qui voulait pas faire une blague je pense. Allez, prochain thread d'horreur. Alors juste avant que commence ce 6e thread d'horreur, je te prends quelques secondes pour te rappeler que si tu n'avais pas mis le pouce bleu, ce serait quand même cool de le faire. C'est un énorme soutien qui coûte pas grand chose, voilà. Et si t'étais pas abonné, je t'invite à le faire parce que comme ça tu louperas pas les prochaines vidéos sur la chaîne. N'oublie pas, coche toutes les notifications, machin, comme ça t'auras les notifs parce que sinon en fait il te prévient pas. Donc c'est un petit peu chiant. Allez, on reprend avec le thread. L'histoire que je vais vous raconter c'est celle de Tara et ça se passe aux États-Unis, ce qui veut dire un bon classico. Elle est avec une amie qui elle aussi a 21 ans et elles vont dans un bar local pour avoir quelques margaritas à 1 $. Puis elles vont dans un parc où son amie dit qu'elle connaît un endroit. Il leur faut une vingtaine de minutes pour atteindre ce parc et elles empruntent un chemin pour trouver l'endroit que sa copine lui a conseillé plus tôt. C'est un petit endroit chill et justement c'est ce qu'elles vont faire. Elles vont chill en s'asseyant sur un arbre couché à terre et elles regardent le coucher du soleil. Alors qu'elles se détendent sur la bûche, une famille se promène avec son chien pour se détendre de l'autre côté de la rive. Quelques minutes passent et un couple passe et s'installe. Ils sont en train de manger un énorme ananas avec un couteau. Le soleil se couche mais il fait encore un peu jour. Elles ne pensent pas encore au retour. Mais finalement, elles décident de rentrer et il fait noir. La zone boisée qu'elles doivent traverser devient vraiment sombre étant donné que ce n'est pas éclairé par des lampadaires. Elle commence à marcher et son ami sort son téléphone pour mettre le flash. Il fait noir total à ce stade. Elle commence alors à se dire que ouais, là ça devient bien effrayant. Tara ressent un sentiment de malaise, cette peur que quelque chose soit derrière elle. Elles marchent toutes les deux, traversent le pont en montant une petite colline et tout d'un coup, elles entendent des pas forts et rapides sur le pont. Tara voit de la lumière provenant de ce qui semble être le téléphone de quelqu'un. La lumière fait des allers-retours, comme si quelqu'un sprintait. Les deux filles paniquent et elles commencent à courir et Tara se dit qu'il est hors de question que ce type les poursuive. Sauf que c'est très bizarre mais ces bruits de pas donnent l'impression qu'il est sur un vélo. Tara pense qu'elles vont monter cette colline raide sur leur gauche pensant qu'il est impossible que ce type les suive et monte la colline en vélo. Il s'avère qu'il n'a pas du tout de vélo. Elle s'arrête de courir car elles n'entendent plus rien. Son amie fait alors clignoter sa lumière derrière elle et elle voit une silhouette d'homme qui court vers elle. Le truc c'est que quand elles se retournent pour le voir, elles ont l'impression que le mec est fatigué à force de courir. Elles continuent à courir et à s'arrêter pour voir s'il les poursuit toujours. Et encore, elles entendent des pas qui courent vers elles. Elles regardent en arrière tout en courant pour s'assurer qu'il ne les rattrape pas. À ce stade, son ami crie « Hey » d'une voix paniquée et le mec répond « Ouais ». Puis suite à ça, il rajoute « Mais de quoi avez-vous peur mes jolies ?» Elle continue de courir, son ami est maintenant au téléphone avec la police. Elles empruntent finalement une route pavée loin de la voiture de son ami, lorsqu'elles prennent le mauvais chemin en montant la colline. Elle frappe à une maison, les lumières sont allumées mais personne ne répond. Elle se dirige vers le voisin et Tara regarde en arrière et voit la silhouette d'un homme marchant derrière la maison de la première personne. Il s'approche de la clôture et retourne dans l'obscurité.
Ce deuxième voisin les aide, sa femme leur apporte de l'eau et la police vient les emmener jusqu'à la voiture de son ami. C'est l'expérience la plus traumatisante que Tara pense avoir vécue. Les intentions de l'homme semblent sinistres et la façon dont il leur crie dessus est si étrange. Elle déteste ce sentiment qu'elle a. Elle a tellement de questions auxquelles elle ne trouvera pas de réponse. Tara n'arrive pas à se sortir cette question de la tête. Et si il les avait rattrapés? Pour vous dire, elle a écrit ce thread juste après avoir vécu cette expérience. Et quand elle écrit ce thread, il est 1h35 du matin. Parce qu'elle n'arrive pas à dormir, donc elle doit poser ça sur papier. Enfin, du moins sur internet, quoi. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Allez, prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, elle s'est produite il y a longtemps. Melissa, c'est une jeune fille d'âge environ 18-19 ans et elle travaille dans un magasin Junior Food dans le Kentucky. Il lui est arrivé quelques incidents pendant le peu de temps où elle a travaillé là-bas. Elle a quelques histoires mais on va se concentrer surtout sur deux. Et du coup, direction la première histoire. Le magasin est quelque peu isolé et Melissa est souvent laissée seule pendant la plupart de ses quarts de travail. Ils sont normalement 3 employés, son manager qui est marié et un autre employé qui se trouve être le meilleur ami de son manager. Et souvent, ils partent rencontrer leur petite amie. Pour ce qui est des tâches de Melissa, elle consiste à balayer le parking et à mesurer le niveau d'essence après la fermeture à minuit. Elle déteste faire ça toute seule. C'est en 1984, donc bien sûr il n'y a pas de téléphone portable. Melissa était très naïve à l'époque, c'est elle qui le dit. Un soir, elle a reçu un appel téléphonique d'un homme qui lui demande s'ils ont des magazines Playboy. Bon, si jamais c'est des magazines un peu olé olé pour l'époque si je puis dire. Elle lui a alors dit que oui, ils en avaient et aussi d'autres magazines de ce genre-là. Il lui a alors demandé qui était au centre du magazine Playboy. Forcément, elle le sait pas, mais le téléphone qu'elle utilise, c'est un téléphone fixe sans fil. Alors, elle lui demande d'attendre 1 minute de temps qu'elle aille voir. Elle a regardé dans le magazine et elle lui a dit le nom de la mannequin. Et alors là, attention, voilà les termes, il lui a demandé si sa chatte avait l'air juteuse. Melissa, elle s'est figée et elle lui a raccroché au nez. Dieu merci, il n'a jamais rappelé. Bon, cette histoire lui a pas vraiment fait peur de ouf et elle se sent vraiment stupide d'avoir cherché la page centrale pour un mec chelou. Le deuxième incident est bien plus effrayant que le précédent, le premier étant déjà bien creepy quand même. Lorsque Melissa a été embauchée, on lui a demandé d'appeler la police si quelqu'un restait plus de 15 minutes sur le parking. Il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre dans le magasin à la nuit tombée et cette nuit-là, elle a eu la peur de sa vie. Elle a terminé ses tâches et attend juste de pouvoir fermer la porte et rentrer chez elle. Un homme s'est arrêté juste devant la porte dans une voiture de couleur claire. Melissa n'a jamais pu distinguer la marque et le modèle d'une voiture. Elle s'en fout carrément des voitures. Elle attend alors qu'il entre, heureuse que quelqu'un brise le silence de son service. Elle peut le voir alors qu'elle se tient près de la caisse enregistreuse. Il est penché et se regarde dans le rétroviseur. Il s'essuie continuellement le visage avec ses mains. Elle ne peut rien voir sur lui d'où elle se tient. Sauf que Melissa a immédiatement eu un très mauvais pressentiment à propos de ce qu'il faisait. Lorsqu'il s'est arrêté, elle a jeté un coup d'œil à l'horloge et le temps passe tandis qu'elle le regarde s'essuyer le visage encore et encore. Elle a attendu 15 minutes puis elle a appelé le 911 et a informé l'opérateur de la situation. En un rien de temps, 2 voitures de police sont arrivées sur le parking et ont contrôlé cet homme. Melissa les a regardés le menotter mais elle n'a rien vu d'autre car un autre client est venu acheter de l'essence. Cela lui a semblé une éternité avant qu'un des policiers vienne la remercier de les avoir appelés et lui a demandé si elle allait bien. Ce qu'il lui a dit ensuite l'a fait frissonner et son sang s'est glacé. Il l'a informé que l'homme était en train d'essuyer le sang de son visage et qu'il y avait un énorme couteau de type boucher dont le manche était cassé et qui était également recouvert de sang. Il a déclaré que l'homme semblait en état d'ébriété et que, comme le moteur de sa voiture tournait, ils l'ont arrêté pour conduite en état d'ébriété. Il a ajouté qu'il ne savait pas à qui appartenait le sang sur la lame et sur la tête de cet homme. Mais ils lui ont dit qu'il continuerait d'enquêter pour voir s'il pouvait retrouver quelqu'un qui l'aurait apparemment blessé ou même tué. Malheureusement ou heureusement, Melissa n'a jamais rien entendu concernant cette affaire. Elle a réalisé que n'importe quoi aurait pu lui arriver cette nuit-là. Elle a arrêté peu de temps après de travailler dans cette entreprise. Voilà, j'espère que tu as kiffé ces 7 threads d'horreur. Si c'est le cas, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Et si t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.